Il nous fascine, nous effraie, nous passionne. Cet été, Transfert se met à l'heure des faits divers. Découvrez, à travers les voix des victimes, mais aussi des coupables, ce que ces crimes disent de nous. Patricia a toujours été très famille. Elle a 3 frères et une sœur, s'entend très bien avec eux comme avec ses parents. Quand elle épouse Jackie, c'est ce modèle qu'elle a en tête. Ensemble, ils ont 2 enfants et forment un joli duo. Mais son couple se met à battre de l'aile et avant même de divorcer, ils se partagent la garde des enfants. Jusqu'au jour où, alors qu'elle se rend chez son ex-mari pour les récupérer, Patricia trouve porte close. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 342, un témoignage recueilli par Louise Régent. Je m'appelle Patricia. En 1990, je vis avec Jackie, mon mari, depuis 7 ans. Nous vivons près de Dieppe et nous travaillons tous les deux à la centrale nucléaire de Palluel. Jackie, c'est un homme plutôt qui ne s'intéresse pas à la vie de la famille. C'est quelqu'un d'impulsif, qui a des excès de colère, qui est imprévisible. Moi, je suis plutôt effacée. J'ai un repère, ma mère, une femme plutôt soumise. Nous sommes d'origine italienne et c'est vrai que c'était une autre façon de vivre et de voir et d'être en tant que femme. Jackie et moi, nous nous sommes rencontrés à l'école. C'est un ami de mon frère. Nous étions au lycée. À l'époque, je n'intéresse pas Jackie et pourtant, moi, je suis fan de lui. Les années ont passé, j'ai quitté le lycée et nous sommes retrouvés l'année de mes 20 ans. Il est revenu à mon anniversaire, fêter mon anniversaire avec moi et mon frère. Et c'est comme ça que notre relation a démarré. Nous nous sommes fréquentés pendant 2 années peut-être. Et nous nous sommes mariés en 1982. Lucie est née en 1983. Sylvain en 1984. Lucie est une petite fille très sage, très studieuse, calme, qui joue avec ses poupées. Elle a un sourire, elle est toute pleine de grâce. C'est un ange sur terre. Elle est pleine de lumière. Sylvain, c'est un petit canaillou, toujours plein de rire, un regard malicieux, toujours à jouer avec ses copains. Il court de partout. Un vrai garçon, quoi. Toujours à pousser dans les extrêmes pour avoir un petit câlin. C'est des enfants qui s'élèvent très bien. Alors que je suis enceinte de Sylvain, nous regardons un film. C'est une femme qui est morte, son mari l'a tuée parce qu'elle l'a trompé. Et il me dit, si tu me trompes, je ne te tue pas, je te paralyse à vie. Voilà qui est Jackie. En avril 90, je décide de faire un break avec Jackie. Depuis quelques mois, notre relation s'est envenimée, en fait. Moi, en tout cas, je me sens pas bien dans notre couple. J'ai besoin de prendre du recul, de savoir si je veux continuer de vivre près de lui. Je prends un logement, pas très loin de chez lui, pour que les enfants puissent facilement le retrouver quand il peut les prendre. Nous décidons en fait de nous retrouver au mois d'août, après 6 mois de séparation, pour faire le point sur notre vie. Est-ce que nous nous séparons ou est-ce que, nous restons ensemble? Lucie et Sylvain sont chez Jackie, car ce sont les vacances scolaires. Ce jour-là, quand je rentre dans la maison, je sens une ambiance très malsaine. Des photos sont placardées sur tous les murs de la maison. Et je dis à Jackie que je ne veux plus vivre avec lui. Lui souhaite évidemment de reprendre la vie en commun. Il se met en colère. Il lève la main vers moi. Lucie s'interpose entre lui et moi. Il me pousse vers la porte de la sortie de la maison.
Jackie refuse que j'embrasse Lucie et Jackie refuse que j'embrasse Sylvain. Donc, je suis sur le pas de porte de la maison et à ce moment-là, je me retourne vers lui et je lui pose cette question. Est-ce que je vais revoir les enfants, Jackie ? J'ai la réponse quelques jours après dans ma boîte à lettres. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp. Ce petit mot écrit de sa main, je le retrouve dans ma boîte à lettres. Je prends contact avec une assistante sociale pour qu'on discute ensemble à 3 sur notre vie future. Jackie accepte. Ça me surprend, mais il accepte. Je vais voir notre avocat. Je lui fais part de ce courrier reçu. Il me répond « Attendez de retrouver vos enfants mercredi et nous ferons le nécessaire. » Il souhaite que je pose une main courante pour protéger les enfants. Il est inconcevable pour moi qu'un père tue ses enfants, comme il est inconcevable qu'une mère tue ses enfants. Je vais à la police, on me dit « Mais non, madame, vous ne faites pas partie d'un milieu où ce genre de risque soit probable. Voilà, c'est de l'intimidation. » Mon médecin me dit « Pareillement. Mais non, il n'y a pas de raison. C'est de l'intimidation. » Le 5 septembre, à 18h, l'heure à laquelle je dois retrouver Lucie et Sylvain, je suis face à la maison, je sonne. Personne ne répond. J'appelle sur le fixe. Il ne répond pas. Je décide de partir en ville, voir où il pourrait être. Je vais voir des amis susceptibles de les avoir croisés. Personne n'a de ses nouvelles. L'angoisse monte, la peur monte. Je rentre chez moi, une amie vient me rejoindre. J'appelle mes parents, j'appelle ses parents, personne n'a des nouvelles. Le 6 septembre, Jackie doit reprendre son poste à la centrale nucléaire. Il n'est pas présent. Dès 8h, j'appelle les responsables de la centrale et leur fais part de ma lettre, de ma peur, de mes angoisses. J'appelle la police, j'appelle les pompiers. À 10h du matin, ils me rejoignent devant la maison de chez Jackie et avec un serrurier. Le serrurier ouvre la maison. Aussitôt, je vais vers le garage, car si la voiture est dans le garage, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et si la voiture n'est pas là, c'est possible qu'il soit quelque part. Et là, la voiture est dans le garage. Je vois sa veste sur une chaise. Et là, je commence à perdre pied. Ma tête va de gauche à droite. Je peux pas crier. Il y a quelqu'un qui monte à l'étage, qui redescend, qui m'entoure de ses bras. Elle appelle les pompiers, il me semble, un médecin, je crois aussi. Je sens qu'il se passe quelque chose de très grave sans savoir quoi. Je peux pas expliquer ce qui se passe, mais je sens que ma vie va basculer, que plus jamais ma vie sera pareille. Les pompiers arrivent. Le médecin arrive. Il monte à l'étage. On m'accompagne dans le camion de pompiers. Très vite, le médecin me rejoint et me dit que mes enfants sont morts. Je ne peux même pas crier. Je ne peux même pas pleurer. Et le médecin m'administre un calmant. Je suis dans un sommeil conscient. J'entends les pompiers raconter que Jackie a tué Lucie et Sylvain avec une arme. Et a retourné l'arme contre lui. Et je m'endors. Quelques heures plus tard, je suis à l'hôpital de Dieppe. Un médecin me demande « Madame, savez-vous pourquoi vous êtes là ?» Et je lui réponds « Oui, je sais. Mes enfants sont morts. Jackie les a tués.
Je n'ai aucun courrier qui explique son geste. Mes parents me rejoignent dans l'après-midi, en fin de journée, sont arrivés avec mes frères et sœurs. Mon père me retrouve dans la chambre où je suis hospitalisée et me demande « Patricia, tu fais quoi du corps des enfants ?» Ils vont être rapatriés à Chartres. Je veux que les enfants soient rapatriés à Chartres parce que moi, je veux revenir vivre à Chartres. Et tu fais quoi du corps de Jackie ? Jackie sera enterré avec les enfants. Personne ne comprend cette décision que j'ai prise. J'enterre Jackie avec les enfants parce que j'enterre Lucie et Sylvain avec leur père et non pas avec leur meurtrier, parce que moi, leur mère, j'ai choisi de vivre. Et je me sens coupable d'avoir fait ce choix à la fois. En tant que mère, on veut être avec ses enfants. Et moi, j'ai choisi de vivre, alors que mes enfants sont morts. Le 8 septembre, nous revenons sur Chartres. Le 11 septembre, c'est l'enterrement de Lucie, de Sylvain, de Jackie. Ce jour-là, je prends la parole et je dis à l'Assemblée que j'allais continuer à vivre, que tant que je vais vivre, Lucie et Sylvain vont vivre. Je rajoute, je pardonne l'acte de Jackie qui brise mon cœur, qui brise ma vie. Mais je sais que je ne peux pas continuer à survivre et vivre un jour si je laisse la place à la haine, à la violence, à de la rancœur. Le 13 septembre, j'entre dans une clinique neuropsychiatrique. Mes parents souhaitent me faire accompagner, ont peur que je me suicide, ont peur évidemment. Je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques, mais je suis dans un état de sérénité totale, c'est-à-dire que je souffre. Je sais que je ne verrai plus Lucie et Sylvain. Mais c'est clair pour moi, je vais survivre dans un premier temps et je vais vivre. Le 13 septembre, c'est l'heure du repas. Il est midi. Tout le monde est installé déjà à sa place et il reste une place. Et je m'installe à cette place. Et je suis à côté d'un homme, Eric. C'est un patient. Il est grand, brun, très solitaire, très anxieux, très angoissé, mais très gentil. Je sympathise avec lui. Il me propose de me prêter des CD. C'est comme ça que nous devenons amis. Je lui raconte ce que j'ai vécu. Il part, il quitte la clinique au bout de 15 jours. Je lui promets que je vais le revoir. Je sors de cette clinique début octobre 90. Le 3 décembre, je reprends une activité sur Chartres. C'est important pour moi de reprendre une activité. Pendant ces 8 heures au moins, je ne penserai pas à Lucie, à Sylvain, enfin, à l'atrocité de ce qui est arrivé. Mes collègues sont adorables. Début janvier, je pars à Angers où vit Eric et nous nous retrouvons. Régulièrement, je vais le voir à Angers. Pour moi, c'est important de quitter Chartres pour respirer un peu. C'est étouffant. À la fois, mes parents me surprotègent et je comprends ce besoin de me protéger. Mais j'ai besoin aussi de respirer. Au mois de mai 1991, Eric déménage et vient habiter chez moi. Eric et moi, nous nous aimons. C'est simple. Même si Eric est un grand anxieux, j'ai une confiance à la vie pour deux. Mes parents ne voient pas ça d'un très bon œil. Ils trouvent que c'est trop prématuré. En décembre 1991, je suis enceinte. C'est la période de Noël, des chocolats qui défilent dans les bureaux et j'ai la nausée, j'ai l'impression... Enfin, je me dis, c'est les chocolats. Curieusement, je prends du poids, je fais un test et je suis enceinte. Ce bébé n'est pas prévu.
j'ai l'idée que je ne pourrai plus être mère. Que comme une personne a dit, que je devais avoir fait quelque chose de très grave pour vivre un tel enfer sur terre. Et je pense devoir être punie. Cette grossesse se passe merveilleusement bien. Entre tourments, est-ce que ce bébé va arriver à terme? Et est-ce que je vais encore aimer Lucie et Sylvain? C'est l'ambiguïté en permanence durant cette grossesse. Dès que Thibaut arrive, aucun doute. J'aime Lucie, j'aime Sylvain et j'aime ce bébé qui est là. Thibaut, c'est ma réconciliation avec ce rôle de mère que Jackie m'a spolié. À la naissance de Thibaut, j'ai 33 ans. 1 an et demi après, Eric et moi décidons d'avoir un autre enfant. Et très vite, je suis enceinte. Très vite, j'apprends que c'est une fille. Mon Dieu, quel bonheur. Cette nouvelle me rassemble, me reconnecte. La vie me semble douce à ce moment-là. Angélique naît le 12 décembre 1994. Certaines personnes disent que je n'ai pas perdu de temps pour avoir d'autres enfants. D'autres pensent que, après avoir vécu ce drame, avoir des enfants, c'est une chose, mais est-ce que je serais capable de les élever, de les éduquer? Ça me blesse. Lorsque j'entends des gens qui portent des jugements, sans savoir là où je suis, sans savoir ce que je souffre, sans savoir ce combat perpétuel entre la vie qui m'attire vers l'avant, vers l'amour, vers la naissance, vers l'enfant, et cette déchirure d'avoir perdu Lucie et Sylvain. Un jour, je suis dans le jardin, c'est l'été. Thibaut et Angélique jouent avec les petits voisins. Et la maman me parle de ses problèmes avec le papa, de ses enfants. Et petit à petit, je lui confie ce que j'ai vécu. Et elle me dit, vous ne deviez pas les aimer, vos enfants, parce que moi, à votre place, je me serais suicidée. Quel courage il a eu, votre mari, Jackie. Je dis, parce que vous trouvez que je n'ai pas de courage d'avoir fait le choix de la vie? C'est même pas de la colère. J'ai pas la force pour ça. Je suis tellement triste, tellement incomprise, que voilà. Petit à petit, je parle plus de ce que j'ai vécu en fait, jusqu'à retirer toutes les photos de Lucie et de Sylvain pour éviter tous les questionnements sur qui sont ces enfants et que leur est-il arrivé. Le temps passe, Thibaut et Angélique grandissent. À l'âge de 6 ans et 7 ans, ils voient une photo de Lucie et Sylvain et posent cette question. Cette photo est chez mes parents. Maman, c'est qui ces enfants-là? Et je dis, c'est Lucie, c'est Sylvain, ce sont mes enfants. Ils sont nés avant vous. Ils sont morts avec leur papa. Thibaut, qui joue avec une voiture, la lance le long d'un mur et la voiture s'éclate. Ah, il a eu un accident de voiture, Jackie, avec Lucie, avec Sylvain? Je lui dis oui. Oui, c'est comme ça que c'est arrivé. Là, c'est un moment difficile. Thibaut, qui pense être l'aîné, se retrouve en 3e position et Angélique, elle, en parle en permanence partout où elle va. Ils vont chez un psy pour les accompagner dans l'apprentissage de cette nouvelle. En 2002, Thibaut a 10 ans, Angélique 8. Thibaut vient me voir et me dit « Maman, je crois que Jackie a fait exprès d'avoir un accident de voiture. » Je lui réponds « Thibaut, tu as raison, mais je pense que tu connais la vérité. Alors je vais tout te dire. Oui, Jackie a fait exprès, mais c'est pas en voiture qu'ils se sont tués. Il les a tués avec une arme à feu.
Alors Thibaut part dans sa chambre en courant, dans un état... il est prostré. Il se couche dans son lit. Moi, j'arrive derrière lui. Je l'entoure de mes bras pour le rassurer. Angélique n'est pas là. C'est Thibaut qui lui annonce la nouvelle. C'est des hurlements. À nouveau, ils vont voir un psychiatre et pour les accompagner avec à nouveau cet apprentissage. C'est pas facile, hein. Pour eux, je le sais que c'est pas facile pour eux, d'apprendre qu'ils ont un frère et une sœur, d'apprendre qu'ils sont morts et de cette manière-là. Éric et moi, nous nous séparons en 2002, justement. Thibaut ne veut plus aller voir son père et j'appelle Éric qui est en colère et me dit « Qu'est-ce que tu as été leur dire ?» Je ne peux pas mentir à un enfant qui sait déjà. On ne peut pas dire que Jackie n'a pas tué Lucie et Sylvain, on ne peut pas dire que ce n'est pas arrivé. Par contre, une personne qui peut rassurer Thibaut et Angélique, c'est toi. Et je te propose, c'est qu'on se rencontre tous les 4 et qu'on discute ensemble de cette histoire, en fait, et de nous. Nous nous retrouvons, je dirais, fin de semaine, chez lui. Nous discutons en toute tranquillité. Éric rassure Thibaut, rassure Angélique. Et tous les 2 retournent revoir leur père après ce jour-là, sans problème. En tout cas, c'est important pour moi que Thibaut et Angélique continuent de voir leur père. En 2015, Thibaut et Angélique ont 23 et 21. Je suis au plus mal. Thibaut et Angélique n'ont plus besoin de moi. Ils ont leur permis, ils ont leurs copains, leurs copines. Et moi, je suis seule. Je me sens perdue. Ma vie n'a pas de sens. C'est la première fois que j'ai envie de mourir. Je prends conscience d'une chose. Si je meurs maintenant, Thibaut et Angélique ne connaîtront pas toutes les petites anecdotes sur Lucie, sur Sylvain, les souvenirs qui m'appartiennent, que j'ai en moi, ne connaîtraient pas non plus mon chemin de vie, comment j'ai fait pour surmonter toute cette épreuve. La plus belle des aventures commence, c'est l'écriture. Les premiers mots sont longs à venir, sont déchirants. Je sens que ces mots qui doivent sortir sont agressifs. J'ai peur. Et petit à petit, les mots s'inscrivent sur une feuille blanche. Je pars de mes grands-parents italiens, puis je raconte mon enfance, notre enfance. Je raconte toute notre histoire. Ce livre, c'est ma renaissance, c'est ma reconnexion à moi, qui je suis. En écrivant, je rassemble en fait toutes les pièces du puzzle qui sont éparpillées par-ci, par-là. Durant l'écriture, la culpabilité que je porte s'évanouit. C'est en écrivant « Jackie a tué Lucie et Sylvain » que je comprends que je ne suis coupable et responsable de rien. Jusqu'à maintenant, je parle souvent dans ces termes « Lucie et Sylvain sont morts ». C'est vague, c'est flou. Mais le jour où je pose ces mots, Jackie est l'assassin de Lucie et Sylvain. Ça transforme tout. Je me sens légère. Je sens l'énergie qui circule en moi. Je sens une liberté qui m'anime. Et je me pardonne même à ce moment-là d'avoir porté cette culpabilité qui ne m'appartient pas. Je décide d'organiser une cérémonie en l'honneur de Lucie et Sylvain, de les faire exhumer. En effet, il reste une place pour moi dans le caveau familial avec Jackie, Lucie et Sylvain. Sauf que je décide de ne pas être avec lui. Et pour ne pas laisser la décision à prendre à Thibaut et Angélique, j'organise une magnifique cérémonie. J'ai réuni plus de 80 personnes autour d'eux. Ce jour-là, Angélique dit « Lucie, ma sœur, Sylvain, mon frère ». C'est la première fois qu'elle est nommée ainsi. Ce jour-là, Lucie et Sylvain sont réinscrits dans l'arbre généalogique de la famille. Ils retrouvent leur place. Je dirais que c'est le plus beau jour de ma vie.
Pendant l'écriture du livre, je me fais accompagner par un thérapeute pendant 3 ans. En 2018, j'arrête cette thérapie. Et je sais que mon corps a encore stocké des choses. Je souhaite faire de la sophrologie. Et je rencontre Marie-Christine, qui pratique la sophrologie dynamique. Et dès la première séance, c'est une révélation. Durant quelques mois, je vais tous les 15 jours chez elle. Et en septembre 2019, durant 2 ans, je vais à Bordeaux me former. Depuis septembre 2021, j'anime des séances de sophrologie en groupe ou en individuel, selon les besoins. Et puis, en 2022, une grosse réflexion sur le pardon. Parce que le pardon, c'est vrai que le pardon que j'ai vécu, inspiré, je suppose, par Lucie et Sylvain, m'interroge beaucoup. J'essaie de comprendre. Et je lis des livres d'Olivier Clerc, Le don du pardon, entre autres, et Peut-on tout pardonner ? Et en lisant ces livres, je comprends que oui, d'autres personnes comme moi qui ont vécu des drames aussi terribles, aussi déstabilisants, aussi chaotiques, pardonnent aux meurtriers de leur enfant. Et là, je me sens beaucoup moins étrange, on va dire. C'est juste, en fait, pour moi, le pardon me sauve la vie. Je me renseigne auprès de l'association Pardon International pour devenir animatrice de cercles de pardon. Et depuis 1 an et demi, j'anime des cercles de pardon. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de transmettre. Transmettre que l'impossible est possible. C'est un cheminement, chacun à son rythme, chacun à sa manière. On fait du mieux qu'on peut. Quand je pense à Lucie et Sylvain, je ne pense pas au drame. Je pense à tous les souvenirs agréables que j'ai passés avec eux, à tous les sourires, à tous les rires qu'on a partagés, à tous les câlins qu'on s'est faits, à tout l'amour qu'on partageait. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 342, un témoignage recueilli par Louise Régent. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Louise Régent. Montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.